Jordan Bardella veut stopper la submersion migratoire. Le RN propose de supprimer le droit du sol, de durcir le regroupement familial, d'expulser systématiquement les délinquants étrangers. Le mot « remigration » circule chez une partie de ses alliés en Europe. Le RN dit ne pas le reprendre à son compte, mais dans les commentaires de ses vidéos, ses électeurs sont moins prudents. Et dans les sondages, une majorité de Français place l'immigration en tête de leurs préoccupations. Soyons francs, si les personnes d'origine maghrébine quittaient la France demain, une partie de la population se sentirait soulagée. Plus de débats sur le voile, plus de tensions dans certains quartiers. Ce sentiment est réel et cette vidéo ne va pas faire comme s'il n'existait pas. Et il faut être honnête sur autre chose aussi. Cette colère ne sort pas de nulle part. Il y a des quartiers où des groupes pourrissent la vie de tout le monde. Du trafic, des incivilités, de la délinquance. Des gens qui profitent du système sans rien donner en retour. Les premiers à en souffrir, ce sont souvent les familles maghrébines qui vivent juste à côté. Ceux-là, personne ne les défend et ils doivent être punis. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais entre punir ceux qui cassent et faire partir 6 millions de personnes, il y a un gouffre. Selon l'INSEE et l'Institut Montaigne, 6 millions de personnes en France ont un lien direct avec le Maghreb sur 3 générations. 6 millions de contribuables, de salariés, de médecins, de commerçants, de locataires. Alors avant de voter pour leur départ, une seule question mérite d'être posée. Qu'est-ce qui se passe concrètement si 6 millions de Français d'origine maghrébine quittent la France ? Prenez une rue commerçante dans le 19e arrondissement de Paris. Le boulanger s'appelle Karim. La pharmacienne d'en face a un diplôme de la faculté d'Alger accroché derrière son comptoir. Le plombier qui intervient dans l'immeuble d'à côté est né à Sétif. Son fils est chef de chantier à Aubervilliers. L'épicier du coin emploie 3 personnes. Le comptable qui gère les comptes du tabac-presse est le petit-fils d'un ouvrier arrivé à Marseille en 1958. Aucune de ces personnes ne se connaît. Ce qu'elles ont en commun, c'est un lien avec le Maghreb sur 1, 2 ou 3 générations. Et c'est cette rue-là, multipliée par des milliers d'autres, qui donne le chiffre de 6 millions. Ce chiffre couvre 3 générations. La première, ce sont les pères, recrutés par l'Office national d'immigration après 1945 pour reconstruire un pays qui avait colonisé le leur. En 1975, on comptait 711 000 Algériens, 260 000 Marocains et 140 000 Tunisiens en métropole. Ils ont coulé le béton des autoroutes, travaillé sur les chaînes de Renault à Billancourt, creusé dans les mines du Nord. Notre première vidéo raconte cette histoire en détail. La deuxième génération, ce sont leurs enfants, nés en France après la suspension de l'immigration de travail en 1974. Des bébés nés à Vénissieux, à Nanterre, à Roubaix, scolarisés dans les écoles de la République. Certains sont devenus ouvriers comme leur père, d'autres ont décroché des diplômes que leurs parents n'ont jamais eus. En 2012, on comptait 66 000 Algériens et 66 000 Marocains parmi les très diplômés de nationalité étrangère en France. La troisième génération, ce sont les petits-enfants. Entre 2006 et 2008, 16% des nouveau-nés en France avaient au moins un grand-parent maghrébin. La moitié sont d'ascendance mixte. Leurs parents sont fonctionnaires, infirmières, chefs d'entreprise, conducteurs de bus. Les immigrés du Maghreb arrivés en 2023 sont diplômés du supérieur à 55%. Ces 6 millions ne forment pas une communauté homogène. C'est un tissu qui va du retraité Chibani dans son foyer à Domain au chirurgien de l'hôpital de Limoges. Et c'est ce tissu-là qui disparaît dans le scénario qu'on va maintenant dérouler. Le premier lundi matin, dans certains quartiers, l'ambiance est différente. Les terrasses des cafés de Barbès sont vides. Les boucheries halal de la rue de Ménilmontant ont le rideau baissé. À Marseille, le quartier Belzins est méconnaissable. Les commerces d'import-export qui faisaient le lien entre les deux rives de la Méditerranée n'existent plus. À Roubaix, à Vénissieux, à Sarcelles, des rues entières ont perdu la moitié de leurs habitants. Les marchés forains du dimanche ont des trous dans leurs rangées de stands. Pour une partie de la population, c'est exactement le changement qu'elle espérait. Les sondages disaient que l'immigration était le problème numéro 1. Le problème a disparu. Le pays respire. Sauf que dès le mardi, les cabinets médicaux commencent à décrocher leur téléphone sans personne au bout pour répondre. En 2024, Le Monde avançait le chiffre de 15 000 médecins formés en Algérie en activité en France. Le Conseil national de l'ordre des médecins estimait en 2014 que les médecins algériens représentaient 25% des médecins étrangers dans les hôpitaux français. À ces chiffres, il faut ajouter les médecins d'origine marocaine et tunisienne et tous les descendants de la deuxième génération qui ont fait médecine en France. Ces praticiens ne travaillent pas à l'hôpital Cochin ou à la Pitié-Salpêtrière. Ils tiennent les urgences de nuit dans les hôpitaux de la Creuse, du Cantal, de la Lozère,
Des endroits où aucun médecin né à Paris n'a jamais voulu s'installer. Sans eux, des dizaines de services de garde n'ont plus personne pour assurer la nuit. Les délais pour voir un généraliste, déjà de plusieurs semaines dans certains départements, deviennent des mois. Au bout de 2 semaines, le secteur du BTP commence à ralentir. Les immigrés représentent une part massive des ouvriers sur les chantiers français. L'INSEE indiquait en 2021 que 39% des travailleurs immigrés occupaient des postes d'ouvriers. Sur les chantiers du Grand Paris Express, le plus gros projet d'infrastructure en Île-de-France depuis des décennies, les équipes sont incomplètes. Les entreprises du bâtiment cherchent des remplaçants. Elles n'en trouvent pas au même prix, et souvent pas du tout. Les programmes de rénovation énergétique des logements, financés par des milliards d'euros de fonds publics, prennent du retard. Les délais de livraison des logements sociaux s'allongent. L'ironie est lourde. Les petits-enfants des hommes qui ont construit les HLM des 30 Glorieuses étaient en train de rénover les mêmes immeubles 60 ans plus tard. Leur départ bloque les chantiers. Au bout d'un mois, les effets touchent des gens qui n'avaient jamais pensé à l'immigration de leur vie. Le tabac-presse en bas de chez vous a fermé. Le gérant était d'origine tunisienne. Le kebab, d'accord, on s'y attendait. Mais la boulangerie aussi, parce que le propriétaire du fonds de commerce était marocain. L'étude de l'ACSE de 2008 comptait plus de 13 000 entrepreneurs d'origine maghrébine. Chacun de ces commerces emploie en moyenne 2 à 3 personnes, pas toujours d'origine maghrébine. Le chauffeur de livraison qui alimentait 5 restaurants du quartier ne travaille plus non plus. L'effet domino ne s'arrête pas aux commerces tenus par des maghrébins. Il touche tous les commerces qui dépendaient de leur clientèle ou de leurs fournisseurs. Au bout de 3 mois, les bailleurs sociaux commencent à voir le problème. Des centaines de milliers de logements sont vacants. Les loyers ne rentrent plus. Les offices HLM, déjà fragiles financièrement, perdent une part de leurs recettes. Dans certaines communes de Seine-Saint-Denis, où 31% de la population est immigrée selon le recensement de 2022, des immeubles entiers sont à moitié vides. Les écoles du quartier perdent des élèves. Quand une école passe sous un certain seuil, l'éducation nationale ferme des classes. Quand elle ferme des classes, elle supprime des postes d'enseignants. Des enseignants français, nés en France, sans aucun lien avec le Maghreb, perdent leur poste parce que les enfants qui remplissaient leur classe ne sont plus là. Au bout de 6 mois, ce sont les finances publiques qui accusent le coup. 6 millions de personnes qui ne paient plus d'impôts sur le revenu, de TVA à chaque achat, de cotisations sociales à chaque fiche de paye. Les caisses de retraite perdent des cotisants actifs, des gens qui travaillent et qui financent les pensions des retraités actuels. Le système de retraite par répartition fonctionne parce que les actifs d'aujourd'hui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Retirer plusieurs centaines de milliers de cotisants d'un coup et l'équilibre déjà fragile du système bascule. La sécurité sociale perd des recettes. Les collectivités locales perdent des contribuables. Et les commerces qui restent, ceux qui sont tenus par des Français sans origine maghrébine, voient leur clientèle fondre. Un restaurateur du 11e arrondissement qui servait 80 couverts par jour n'en sert plus que 50. Pas parce que ses clients étaient tous maghrébins, mais parce que le quartier s'est vidé et que l'activité a baissé pour tout le monde. Au bout d'1 an, le paysage culturel a changé d'une manière que personne n'avait anticipée. 5 des 20 acteurs français ayant totalisé le plus d'entrées en salle dans les années 2000 étaient d'origine maghrébine. Kad Merad, Danny Boone, Gad Elmaleh, Samina Seri, Zinedine Soualem. Jamel Debbouze et Roch Dizem figuraient juste derrière. L'équipe de France de football, celle qui a rempli les Champs-Élysées en 1998 et en 2018, perd une partie de ses joueurs. La musique raille, le hip-hop français qui s'exporte dans toute la francophonie, les réalisateurs qui représentent le cinéma français à Cannes, un pan entier de la production culturelle du pays disparaît. Et ce pan-là, les Français qui se sentaient soulagés le premier lundi ne l'avaient pas mis dans la balance. Parce que quand ils regardaient un film avec Kad Merad, ils ne pensaient pas « acteur d'origine maghrébine », ils pensaient « acteur français ». C'est exactement ça, le point aveugle de toute cette question. Le mot « remigration » tient en 11 lettres. Ce documentaire vient de montrer ce qu'il contient. Un système de santé amputé dans les zones rurales, des chantiers à l'arrêt sur les plus gros projets d'infrastructure du pays, des rues commerçantes éteintes dans des dizaines de villes, des écoles qui ferment des classes, des caisses de retraite qui perdent des cotisants, et un paysage culturel avec un trou au milieu que personne n'avait vu venir, parce que les gens qui le remplissaient étaient considérés comme français quand ils faisaient rire ou marquaient des buts, et comme maghrébins quand il fallait désigner un problème. La Seine-Saint-Denis, le département avec la plus forte proportion d'immigrés en France, 31%,
est le 8e contributeur aux cotisations de protection sociale du pays, et le dernier à en bénéficier. Ce chiffre vient de l'Institut Montaigne, pas d'un tract militant. Au début de cette vidéo, on a reconnu deux choses. Le sentiment de ras-le-bol d'une partie des Français est réel, et les comportements d'une minorité qui casse sont inexcusables. Ces deux constats ne sont pas en débat. Ce qui est en débat, c'est la réponse. Et la réponse n'est pas d'amputer un pays de 6 millions de ses habitants. La réponse, c'est ce que la grande majorité des gens, des deux côtés, fait déjà chaque jour sans que personne n'en parle sur un plateau télé. Un Français d'origine maghrébine qui bosse, paie ses impôts, met ses enfants à l'école et respecte les règles du pays dans lequel il vit. Un Français sans origine maghrébine qui accepte que son voisin fait le ramadan sans y voir une déclaration de guerre, et que la femme qui porte un foulard est peut-être la pharmacienne qui lui donne ses médicaments. Ça ne fait pas un bon slogan de campagne. Ça ne tient pas sur une affiche. Mais c'est ce qui fait tourner un pays de 68 millions d'habitants au quotidien. Virer 6 millions de personnes, c'est une promesse électorale. Vivre ensemble, c'est un travail de tous les jours. L'un coûte un pays, l'autre demande un peu de bonne volonté.